Puis-je vous poser une question sur l'Iran, monsieur? Alors, laissez-moi dire, puisque vous allez poser des questions sur l'Iran, laissez-moi dire quelques mots. Tout d'abord, je pense qu'il est très important que les médias américains soient honnêtes avec le peuple américain sur cette question en particulier, parce que cela affecte non seulement les questions de politique publique, mais en réalité, cela affecte la paix et la guerre. Et c'est exactement ce que je veux dire. Alors, ces derniers jours, j'ai vu plusieurs reportages des médias américains sur la proposition en 10 points des Iraniens. D'après ce que je sais, pour y être impliqué, il y a au moins 3 propositions différentes que j'ai vues circuler. La première a été présentée et nous avons pensé, franchement, qu'elle avait probablement été écrite par ChatGPT, envoyée à Steve Witkoff et Jared Kushner. Celle-ci a été immédiatement écartée. Elle a été jetée à la poubelle et rejetée. Il y a eu une proposition en 10 points beaucoup plus raisonnable, basée sur quelques discussions entre nous, entre les Pakistanais et les Iraniens. C'est la proposition en 10 points. C'est la proposition à laquelle le président a fait référence hier. Honnêtement, j'ai déjà vu une troisième proposition en 10 points encore plus maximaliste que la première, qui circule sur différents canaux de médias sociaux. Maintenant, ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que j'ai vu plusieurs médias, comme le New York Times, CNN et d'autres, en parler et relayer l'information. La proposition originale en 10 points, basée sur guère plus qu'un type quelconque en Iran, l'envoyant à la télévision publique du pays. Et ensuite, ils affirment que cela représente, d'une certaine manière, la position de négociation du gouvernement. C'est l'équivalent de quelqu'un, disons un conseiller municipal démocrate, à Boise, dans l'Idaho. Dire quelque chose d'absurde, la télévision publique locale diffuse cette déclaration absurde, puis le New York Times la publie comme si c'était la position du président des États-Unis. Cela n'a aucun sens. Ce qui se passe en Iran, c'est que vous avez clairement la position du gouvernement qui est de négocier avec les États-Unis. Aux États-Unis, vous êtes président et envoyez des négociateurs au Pakistan pour participer à cette négociation de bonne foi. Oui, il y a des personnes marginales parmi les Iraniens qui divulguent anonymement des informations, que ce soit pour la propagande, par honte ou parce qu'elles n'ont pas aimé ce qui s'est passé. Et le point final, quand je dis qu'ils n'ont pas aimé ce qui s'est passé, ce que nous savons, c'est que les États-Unis ont atteint leurs objectifs militaires. Nous savons que les États-Unis auraient pu imposer des coûts militaires et économiques importants à l'Iran et en ont toujours la capacité. Heureusement, en ce moment, je pense que nous avons un cessez-le-feu. Grâce au leadership du président des États-Unis, à la promesse des Iraniens d'ouvrir le détroit d'Ormuz, nous avons une négociation qui doit commencer ce week-end. C'est la vérité. Je pense que c'est un bon premier pas. Voyons si nous pouvons progresser dans les prochains jours. Puis-je vous poser une question sur le Liban? Il existe un désaccord concernant son inclusion dans cette proposition. Et le président du Parlement, vous allez vous asseoir de l'autre côté de la table à Islamabad. Il a dit qu'il trouvait les négociations irrationnelles pendant la guerre. Donc, il demanderait à Israël de suspendre les attaques pour ouvrir la voie aux discussions. Eh bien, tout d'abord, je sais qu'il y a eu des discussions entre les Israéliens et la direction de notre pays aujourd'hui. Je n'y ai pas participé parce que j'étais occupé avec des affaires en Hongrie. Je vous tiendrai peut-être au courant en montant dans l'avion, mais je pense qu'il y a beaucoup de négociations et de propagande de mauvaise foi. Je crois qu'il s'agit d'un malentendu. Les Iraniens pensèrent que le cessez-le-feu concernait aussi le Liban, mais ce n'était pas vrai. Nous n'avons jamais fait cette promesse ni laissé entendre que ce serait le cas. Nous avons dit que le cessez-le-feu serait centré sur l'Iran et les alliés des États-Unis, Israël et les États du Golfe. Cela dit, les Israéliens, d'après ce que j'ai compris, devraient recevoir un rapport plus complet en montant dans l'avion s'ils ont proposé de l'être. Franchement, pour se retenir un peu au Liban parce qu'ils veulent s'assurer que notre négociation réussisse, ce n'est pas parce que cela fait partie du cessez-le-feu. Je pense que les Israéliens essaient de nous préparer au succès et nous verrons comment cela va se dérouler dans les prochains jours. Si l'Iran veut laisser cette négociation s'effondrer dans un conflit où ils sont attaqués à cause du Liban, quelque chose qui n'a rien à voir avec eux et qu'ils n'ont jamais inclus dans le cessez-le-feu, le choix final leur appartient. Ce serait stupide, mais c'est leur choix. Monsieur le vice-président, l'Iran bloque toujours le détroit d'Ormuz. Avez-vous une idée de quand ce détroit sera rouvert ? Nous avons déjà observé une hausse du trafic aujourd'hui et espérons qu'elle se poursuivra demain. Des signes indiquent que le détroit rouvre. Comme les prix du pétrole ont baissé, les marchés de l'énergie perçoivent déjà ce mouvement. Mais le président a été très clair. L'accord est un cessez-le-feu, une négociation où nous offrons cela et eux offrent la réouverture des détroits.
Si nous ne voyons pas cela, le président ne respectera pas les termes si les Iraniens ne font pas de même. Monsieur le vice-président, Caroline Levitt a dit que vous avez joué un rôle clé dans ces négociations. Pouvez-vous expliquer votre rôle et si votre opposition notoire aux guerres étrangères a été décisive pour faire de vous un acteur clé dans cette affaire? Eh bien, je remercie Caroline pour ses paroles. Mon rôle principal a été de passer beaucoup de temps au téléphone à passer et à recevoir des appels. Et, encore une fois, je suis satisfait du résultat. Je pense que le président a conclu un bon accord pour les Américains, mais il revient aux Iraniens d'agir. Sinon, le président dispose de plusieurs options en cas de reprise de la guerre. Savez-vous si les Iraniens ont demandé votre participation aux négociations? Je n'étais pas au courant, cela me surprendrait si c'était vrai. Je me suis impliqué parce que je voulais faire une différence et évidemment je pense que ceux qui négociaient au quotidien étaient Steve et Jared. Ils ont bien géré, mais nous continuerons à travailler dessus en équipe. Pete a été très utile pour la partie militaire et Marco a été très impliqué. Nous travaillons efficacement en équipe. J'ai passé beaucoup de temps au téléphone ces derniers jours, mais nous sommes heureux de notre situation actuelle. Monsieur le vice-président, comment les Iraniens atteignent-ils l'objectif d'empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire s'ils possèdent encore de l'uranium enrichi? Quel est le plan pour retirer l'uranium? Eh bien, voyez-vous, je veux dire, c'est l'un des principaux sujets qui sera au cœur des négociations. Nous voulons que l'Iran ne puisse pas fabriquer une arme nucléaire. Nous voulons le combustible nucléaire, comme l'a clairement indiqué le président. Encore une fois, la façon de penser est que les États-Unis ont certaines exigences et des choses que nous voulons. Les Iraniens ont des choses qu'ils peuvent obtenir par la négociation. Plus ils nous accorderont de concessions, plus ils obtiendront de cette négociation. Le président a mentionné l'allègement des sanctions. On évoque des partenariats économiques et ce genre de choses. Cela n'arrivera pas à moins que les Iraniens ne s'engagent fermement à arrêter le développement d'une arme nucléaire. Le président a tous les atouts en main. Nous avons beaucoup d'influence et beaucoup de choses que nous pouvons faire. Mais en ce moment, nous sommes dans une bonne position. La menace d'effacer la civilisation iranienne de la carte est toujours d'actualité. Et il est juste de maintenir 90 millions d'Iraniens sous cette menace à cause des actions de leurs dirigeants. La direction est responsable de la situation du pays en Iran. Le président américain a souligné que les États-Unis exercent une grande influence ici, notamment économique et militaire. Ce qu'il cherche, c'est à garantir la sécurité et à conclure un accord qui soit bon pour les Américains. Écoutez, j'encourage les Iraniens à venir sérieusement à la table des négociations. Nous avons observé des signes qu'ils vont agir et de la bravade. Nous sommes dans une bonne position. Les canaux ont rouvert. Cessez-le-feu a effet. S'ils rompent l'accord, alors ils feront face à de graves conséquences. Mais les éliminer de la carte est différent d'un levier économique ou militaire. Pourquoi ce type de langage est-il utile dans ce genre de scénario? Eh bien, encore une fois, le président des États-Unis dit que, à moins que les Iraniens ne fassent ce qu'il faut, il y aura de graves conséquences pour le régime. Nous ne souhaitons pas que le peuple iranien souffre, mais nous disposons d'une grande influence que le président des États-Unis pourrait utiliser. C'est pourquoi je pense qu'il est crucial que les Iraniens négocient de bonne foi. D'accord? X a été agité ces derniers jours à cause d'un article du Free Press affirmant qu'en janvier, des hauts responsables du Pentagone, dont Rich Colby, ont fait venir le cardinal Pierre au Pentagone. Ils ont fait venir qui? Le cardinal Christophe Pierre à l'intérieur du Pentagone. Malheureusement, je n'ai pas vu le reportage. Selon le Free Press, ils ont dit que les militaires américains ont beaucoup de pouvoir, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et que l'Église devrait les soutenir. Ce message vous semble-t-il correct? C'est quelque chose que vous... Alors... Je ne veux pas manquer de respect, mais j'ignore qui est le cardinal Christophe Pierre. Ah d'accord, je le connaissais déjà, désolé, je ne me souvenais plus du nom, je n'ai jamais vu ce reportage. J'aimerais parler avec le cardinal Christophe Pierre et notre équipe pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Il est préférable de ne pas donner son avis sur des histoires non confirmées, donc je m'abstiens. Monsieur le secrétaire, concernant la question de l'uranium enrichi de l'Iran, voyez-vous un scénario dans lequel le gouvernement accepterait de permettre à l'Iran de continuer à enrichir de l'uranium à des fins nucléaires civiles? Eh bien, voyez-vous, ce que le président a dit, c'est que nous ne voulons pas que l'Iran ait la capacité de fabriquer une arme nucléaire. Le président a réitéré qu'il ne souhaite pas que l'Iran enrichisse de l'uranium pour obtenir des armes nucléaires et qu'il renonce au combustible. Nous l'exigerons lors des négociations et verrons les concessions iraniennes. Ah, s'ils font un effort de bonne foi pour nous donner ce qui est nécessaire à une négociation réussie pour la sécurité du peuple américain, il y a beaucoup en jeu de l'autre côté.
S'ils ne nous donnent pas ce dont nous avons besoin, les choses vont empirer. Mais je suis optimiste que les Iraniens seront intelligents et négocieront de bonne foi. Et votre partenaire de négociation en Iran, je sais que Kevin a déjà un peu posé la question, mais il dit essentiellement qu'il se méfie de Zewa parce que, vous savez, il a tweeté que 3 des 10 points du cadre du cessez-le-feu ont déjà été réalisés. Il se méfie de Zewa. Que pensez-vous qu'il ait tweeté cela avant les négociations? J'ai trouvé cela intéressant car je viens de voir ce tweet de Galibaf il y a quelques minutes et je voulais vous en parler. Tout d'abord, il a dit qu'il y a quelques points de désaccord avant la négociation. Eh bien, cela doit signifier qu'il y a beaucoup de points d'accord, parce qu'il y a un plan de 15 points qui circule. Il y a un plan de points qui circule. S'il est frustré par 3 questions, cela indique qu'il y a beaucoup de consensus. C'est le premier point. Deuxième point. Pour répondre à chacune de ces questions, et j'ai tout lu avec beaucoup d'attention, laissez-moi dire ce qui suit. En fait, je me demande à quel point il comprend bien l'anglais, parce que certaines choses qu'il a dites n'avaient aucun sens lors de nos négociations. Mais concernant les 3 points, premièrement, il a parlé d'une prétendue attaque en Iran comme d'une violation du cessez-le-feu. Les cessez-le-feu sont toujours compliqués. 1 heure après que le président a annoncé le cessez-le-feu, les Iraniens ont tiré plusieurs missiles. Israël a répondu ensuite, tout comme les pays arabes du Golfe. C'est ainsi qu'un cessez-le-feu fonctionne. Aucun cessez-le-feu n'a lieu sans turbulence. Nous avons clairement dit vouloir arrêter les bombardements. Nous demandons à nos alliés et aux Iraniens de cesser les bombardements. Nous constatons des signes positifs, mais cela prendra un peu de temps. La deuxième chose que Galibaf a dite, que j'ai de nouveau trouvé fascinante, c'est quand il a dit « Nous refusons de renoncer au droit à l'enrichissement ». Et je me suis dit « Tu sais quoi ? Ma femme a le droit de faire du parachute, mais elle ne saute pas d'un avion parce que nous sommes convenus qu'elle ne le ferait pas, car je ne veux pas que ma femme saute d'un avion. Nous ne nous soucions pas vraiment de ce qu'ils prétendent avoir le droit de faire. Nous nous soucions de ce qu'ils font réellement. Et je pense que le président a été très clair sur la question de l'enrichissement. Notre position à ce sujet n'a pas changé. Je crois que la troisième chose qu'il a dite c'était le Liban, n'est-ce pas? Encore une fois, je pense que c'est un malentendu compréhensible, mais ni nous, ni les Israéliens n'avons affirmé que cela ferait partie du cessez-le-feu. Encore une fois, nous travaillons à résoudre ces questions. Fondamentalement, nous sommes sur la bonne voie. Nous avons encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses que les Iraniens doivent accepter dans cette négociation, mais nous avons une main forte et nous allons la jouer. Bien, merci à tous. Bon retour chez vous. Ça ne marche pas.